Techniquement, le rush il est prédécoupé, mais généralement quand vous utilisez l'outil rotoscopie, utilisez-le après avoir fait votre premier découpage. À filmer un plan qui dure 5, 10, 30 secondes par exemple. Et dans le découpage final, au final, on n'utilise qu'un plan qui va durer 2 secondes. Vous n'allez pas vous embêter à détourer 10 secondes pour faire que 2 secondes qui soient utilisées. C'est pour ça que je fais toujours référence au storyboard, à toutes les étapes de pré-prod, justement pour savoir en amont, voilà, la durée du rush, quel type d'effet on fait. Vous l'avez juste à côté de la gomme. Vous avez un petit bonhomme avec un pinceau. Vous cliquez dessus. Et enfin, après, pour utiliser l'outil Rotobrush, il faut passer en mode isolation. Donc là, vous faites un double clic sur votre vidéo. Comme ça, vous vous souvenez, c'est le double clic que vous faites tous à chaque fois par inadvertance. Donc là, normalement, automatiquement, vous verrez votre curseur qui a la forme d'un rond vert. Avec la touche commande et clic gauche, vous pouvez agrandir sa taille. Ou sinon, alors, voilà. Sinon, donc, après avoir fait un premier clic, vous allez dans l'onglet pinceau. Et là, vous allez pouvoir également venir jouer avec le diamètre de votre forme. Donc voilà, donc à vous d'utiliser pour l'instant à peu près un outil qui ne soit pas plus épais que ses jambes. Donc l'outil Rotobrush est intelligent entre guillemets, c'est que vu l'intelligence artificielle, il a été entraîné à reconnaître des formes. Tout simplement, dans un premier temps, il faut juste faire, donc là je vais juste faire un trait sur mon personnage comme ça, tout simplement. Et vous voyez qu'automatiquement, il a détecté la plupart de son corps. Donc attention, placez-vous bien au début de votre vidéo. Et maintenant, je vais venir zoomer un peu pour venir réajuster. Alors, on va nuancer le propos, comme pour le rigging hier. Il faut savoir que là, on utilise l'outil Rotobrush. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément la solution ultime. Et non plus, ce n'est pas non plus avec Rotobrush que vous allez tout faire en une fois. Par exemple, entre les jambes et entre les bras, je ne vais pas demander à Rotobrush de le faire. Je sais que ça va générer un bug. Je vais le faire en plusieurs passes. Ce qu'il faut faire, c'est que du coup, ce qu'on appelle généralement, on va faire un rough mask, c'est-à-dire un détourage brusque, pour avoir déterminé la première forme. Après, on va venir l'affiner au fur et à mesure. Donc là, par exemple, l'idée, c'est de détourer la forme principale de son élément. Et après, peut-être avec des masques qu'on va mettre en mode soustraction, on va pouvoir venir animer du coup les petits trous qu'il y a au niveau des bras. Et également, à chaque fois qu'il y a des mouvements de jambes. C'est possible de le faire, par exemple, avec une plume ou... Avec un masque? Ouais. Bien sûr, justement, ça c'est... Prendre la plume bien... c'est ce que j'allais dire. Après, tu vas être obligé d'animer toutes les frames. Image par image. Voilà. Et justement, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, comme par rapport au rigging, ce n'est en aucun cas la manière absolue. Là, on va utiliser cette méthode-là. Dans d'autres manières, ça va être, on va utiliser des masques. Quand on utilise des masques, généralement, on ne fait pas un seul masque pour tout le corps, on fait des masques par partie du corps. Tiens, par exemple, tu auras un masque pour le torse, un masque pour l'avant-bras ou pour tout le bras, et ça te fait moins de moins à contrôler en fait. Et après, tous ces masques-là, c'est en mode addition, soustraction, etc., intersection. Et du coup, tu peux mieux contrôler tes différentes parties de votre personnage. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que je me déplace avec commande Shift ou commande flèche droite pour m'assurer au fur et à mesure qu'il ne déconne pas. Et à n'importe quel moment, vous pouvez justement venir rajouter une forme ou avec Alt, donc option clic, vous voyez que ma forme passe en rouge. Et là, c'est-à-dire qu'on lui enlève une partie. Donc globalement, il y a tout qui fonctionne. Donc là, je peux continuer. Donc là, vu que c'est assez récurrent, j'ai confiance en la machine. Ça va bien. Alors pensez à purger. On peut voir que par moment, il a bien détecté l'écartement entre les jambes. Donc là, maintenant, juste en termes d'utilisation, vous avez différentes options à travers ces petites icônes-là. Il m'isole mon personnage du coup en mode alpha. Le second, c'est celui qu'on a de base. Et le troisième, enfin, c'est le mode isolation avec le petit contour rouge qui permet de bien isoler ma forme et de bien me rendre compte qu'est-ce qui est mordu à peu près autour. En ce qui concerne, on est d'accord que quand vous avez appliqué l'effet Rotobrush, automatiquement, il vous a ouvert la fenêtre d'effet. Donc de base, il y aura avec l'outil Rotobrush 2, utilisez tout le temps celui-ci, le 1, il est déplacé. Le mode, moi, je laisse tout le temps en qualité standard parce que le mode qualité élevée, il crache tout le temps chez moi. Et après, donc là, vous avez tous les outils du coup pour affiner ce contour. C'est-à-dire, vous voyez comme contour progressif, pour avoir un contour flou, le décalage des contours, le contraste et la réduction du bruit. Et également, quand vous détourez des personnes qui vont être en mouvement, donc deux options, soit vous anticipez et vous augmentez le shutter angle, shutter speed, pardon, vitesse d'obturation de votre caméra. Parce que donc de base, si on filme alors, si vous filmez en 24 images par seconde ou en 30 images par seconde, généralement vous aurez un shutter de 60 qui est plus proche du coup du flou d'optique qui est généré par les yeux. Donc vous voyez que la maman elle est floue, donc forcément ça a détouré, c'est très compliqué. Et donc ça par exemple sur une lame, quelque chose de fin, généralement le bout de la lame aura tendance à complètement disparaître. Donc première option, soit vous augmentez, vous passez en 120 pour 24 images par seconde, c'est-à-dire x4,
Donc là, du coup, vous aurez beaucoup moins de motion blur, pour ça quelque chose de beaucoup plus net. Et après, le motion blur, on peut venir le rajouter de manière numérique avec Pixel Motion, qui va venir du coup détecter le déplacement de vos pixels pour remettre un motion blur naturel. Et sinon, vous voyez que vous avez également utilisé le flou de mouvement. Donc des fois, ça fonctionne bien, ça permet de récupérer, du coup, qu'on a un flou, de récupérer ce flou et tout le spill débordement des couleurs, le vert qui va venir déborder sur la rotoscopie. Ça, on le verra après avec le keying dans tous les cas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les paramètres que vous avez à gauche lors de la rotoscopie, vous voyez que les cheveux là, ils sont pas très clairs, ils sont pas très nets. Donc pour ça, je vais venir me replacer au début de ma vidéo, zoomer sur les cheveux. Bon après, c'est pas un rush en 4K, du coup forcément, c'est un peu une bouillie de pixels. Et quand vous cliquez, clic gauche sur l'outil Roto Pinceau, vous avez l'outil Améliorer les contours. Vous voyez qu'automatiquement, mon curseur, au lieu d'être vert, il est passé bleu. Améliorer les contours, on va principalement l'utiliser sur des cheveux, des poils, de la fourrure. Donc là, je vais juste faire un trait de jonction comme cela. Sur l'outil Roto Brush, clic gauche et il est en bas. C'est la deuxième option. Donc vous voyez qu'automatiquement, on voit bien qu'il a bien détecté ces petites mèches de cheveux sur mon personnage. Et donc là, vous voyez qu'automatiquement, vu qu'on a refait un trait de peinture, à chaque fois, vous voyez que là, tout à l'heure, on avait une ligne verte, ça veut dire qu'il avait chargé toutes mes images en mémoire. Vu que là, on a défini un nouvel élément à détourer, forcément, il recalcule tout ça. Donc là, maintenant, je vais relancer la propagation en me déplaçant dans le temps. Donc soit vous prenez le curseur bleu, ou soit avec commande Shift, ou commande flèche de droite, pour être sûr que tout passe bien. Donc, normalement, ça devrait être encore plus lent que la première fois. Elle a sauté, donc ici. Donc là, ça veut dire qu'avec Alt, je vais venir effacer. Et là, on va venir rajouter un peu ici, voilà. Et là, je réavance. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avancer par étapes pour vous rendre compte. Donc là, on voit que à travers mes cheveux, il a quand même un peu bugué. Donc je peux venir jouer par exemple avec le décalage des contours. Et pareil avec la rotoscopie, c'est comme pour le rigging, il faut prendre le temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la rotoscopie, c'est un corps de métier à part entière. Il y a des mecs du matin au soir qui font que ça. Donc vous n'attendez pas à le faire en une demi-heure. Déjà, ça faut le préciser. Après, bien entendu, à part que vous êtes dans un espace parfaitement contrôlé, tout est réfléchi, vous avez une bonne organisation. Mais en fonction du type de projet avec qui vous travaillez, bien souvent, c'est si vous n'êtes pas là sur place justement pour un peu l'idée, etc., vous vous retrouvez un peu avec des rushs dans tous les sens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'outil Roto Brush, quand vous avez fini, vous ne devez pas quitter la fenêtre. Parce que si vous quittez, il ne va pas sauvegarder tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'il va sauvegarder uniquement vos dessins que vous avez faits, mais à chaque fois, il va devoir recalculer la propagation. Du coup, quand vous êtes fier de votre rotoscopie, cliquez sur Geler. Et donc, du coup, là, il va venir Bake, enregistrer toutes vos frames dans sa mémoire vive. Et vous allez voir que votre curseur, automatiquement, il va passer avec un rond croix comme un panneau stop pour dire que votre rotoscopie est figée. Et vous ne pouvez plus la modifier. Ouais. Après, les seuls trucs que vous pouvez également modifier, vous aurez toujours la main sur le contour progressif, enfin toutes les options qui sont ici. Et vous voyez que la barre est passée en violet. Ça veut dire que justement, elle est enregistrée, elle est bake. Et vous voyez que là maintenant, j'ai bien mon perso qui est détouré. Donc là maintenant, une fois que vous voyez qu'il a fini de violer, je peux quitter le mode isolation. Donc là, vous voyez, je suis dans le calque Roto Rush MP4. Et là, je peux retourner dans ma composition. Et là, je vais retrouver mon perso sur un damier de transparence. Alors attention, quand vous utilisez également, je ne l'ai pas précisé, quand vous utilisez l'outil rotoscopie, Rotobrush, attention à être toujours en qualité intégrale. Parce qu'imaginons que vous êtes en qualité 1 quart, vous faites des rotoscopies, lui va la faire sur la qualité 1 quart. Donc forcément, ça veut dire que sur 4 pixels, il vous en reste que 1. Donc forcément, vous avez quelque chose de moins précis au niveau des contours et des edges. Enfin, des contours. Comment t'as fait pour l'avoir solo? Simplement, donc tout à l'heure, on était en mode isolation, parce qu'on a double-cliqué sur le calque. Ouais. Donc après, simplement, j'ai cliqué sur l'onglet qui porte le nom de ma composition. Donc tout à l'heure, moi, ma vidéo, je l'ai importée dans la composition Roto Rush. Donc en haut, du coup, j'ai la vue Roto Rush. Et donc là, maintenant, j'ai le mode isolation. Ensuite, tout ce que je vais faire, je vais prendre mon Roto Rush, je vais venir le dupliquer. Et donc celui qui est au premier plan, je vais l'appeler perso, et celui qui est derrière, je vais l'appeler back. Et sur celui qui est en back, si j'ouvre, je vois effet.
Et là, l'effet, je vais venir le supprimer. Et donc là, normalement, vous devez avoir le premier plan. Mais le deuxième plan, c'est la vidéo d'origine, tout simplement. Donc du coup, là, maintenant, on va voir après, pour se créer ce qu'on appelle une clean plate. Donc forcément, vu qu'on a supprimé la rotoscopie, on retrouve le rush d'origine. Donc là, maintenant, on va voir pour se créer une clean plate. Donc une clean plate, c'est-à-dire ça va être ce... Alors, imaginons que ça, c'est ma vidéo, d'accord? Et que dans le monde magnifique des VFX, ce mec-là, du coup, devient un alien, par exemple. Donc forcément, l'idée, mon alien n'aura pas les mêmes proportions que lui. Donc il y aura des parties du sol qui seront cachées par lui, tout simplement. Donc une clean plate, simplement, c'est venir reconstruire du coup, son plan, comme si on l'avait filmé avec personne à l'intérieur. Donc du coup, là, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez utiliser du tracking, c'est-à-dire prendre un bout de route avec un masque, le remplacer par-dessus, jouer avec les animations. Sinon, le plus simple, vu que là, c'est un sol qui est assez uniforme, on peut utiliser l'outil remplissage après le contenu. Donc ça, je pense que vous connaissez tous avec Photoshop. Enfin, pour la plupart. Je connais D'After, ouais, c'est plus simple. Non, c'est animé au moins. C'est quand les mecs, là, après, ils filment une clean plate. Quand il quoi, pardon? Le mieux, c'est quand les mecs au tournage, ils filment une clean plate. Quand même. Je prends mon bac, je relie à mon perso. Donc là, tu verras que le personnage. Et à côté de ta case qui a été perso, là, une petite case. Tu as une case ici, cliquez pour inverser le cache. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Donc là, j'utilise mon personnage pour venir cacher ma vidéo de fond. Et comme je vous l'ai dit, là, le problème actuellement, c'est que vous voyez que là, on voit des petits pixels noirs, justement, une sorte de liseré. Donc dans la fenêtre, donc là à droite, vous avez remplissage après le contenu. Sinon, vous faites fenêtre, remplissage après le contenu. Ça vous l'affichez ici. Vous sélectionnez bien votre calque back. Et normalement, il doit détecter le trou. Donc là, vu que c'est assez simple, donc avant de le lancer, comme je vous l'ai dit, on doit corriger justement ce petit liseré. Donc pour ça, vous avez un petit slider d'expansion alpha. Donc vous n'allez rien voir sur votre rendu. Tout va se passer dans la petite fenêtre de prévisualisation. On ne peut pas l'agrandir, je crois, c'est le problème. Vous voyez que si, donc, vous voyez là, on a la taille de mon personnage. Si j'augmente l'expansion alpha, vous voyez que forcément, ça agrandit le masque. Donc du coup, là, on va venir l'agrandir, peut-être pas autant. Et là, après, du coup, vous avez différentes méthodes de remplissage. Donc là, le mieux à chaque fois, c'est que je vous invite à venir générer un remplissage de contenu et voir parce qu'à chaque fois, vraiment, si vous êtes sur du sable, si vous êtes sur un mur, si vous êtes sur une texture, ça aura tout le temps un rendu différent. Et il n'y a pas forcément de... Ensuite, après, vous avez la possibilité de créer un cadre de référence. Donc imaginons que vous êtes sur une image très complexe et que par exemple, vous avez cette fameuse skin plate, ne serait-ce qu'une photo qui a été prise du coup du décor. Quand vous cliquez sur... donc moi, je le fais, ne le faites pas. Hein. Quand vous cliquez sur créer un cadre de référence, vous voyez qu'automatiquement, il va générer une image. Automatiquement, il va vous ouvrir Photoshop. Et là, dans Photoshop, ce qu'on va faire, donc là, si je me crée un nouveau calque, et que du coup, avec l'outil tampon, par exemple, je viens... Hop là. Oups. Repeindre ça. Et là, si je sauvegarde et je ferme mon calque, normalement, vous voyez qu'automatiquement, je retrouve mon PSD directement ici. Et donc, du coup, après, il va se servir de cette image-là de référence pour générer tout mon trou sur toute la séquence. Et comme je vous l'ai dit, là, actuellement, le logiciel est également suffisamment compétent par lui-même. Donc, je vais laisser le trou. Ça, c'est vraiment dans des cas, si vous le lancez tel quel, vous voyez que ça ne marche pas, générez-vous un calque de référence. Donc là, j'ai bien augmenté mon expansion alpha. Je n'ai pas besoin d'un cadre de référence. Et je vais cliquer sur générer calque de remplissage. Donc attention. Donc là, vous voyez que quand je descends, hop là, vous avez une barre de slider. Vous avez une barre de progression, pardon. Et donc là, il va analyser votre vidéo, il va analyser les pixels, les différents éléments. Et après, automatiquement, il va me générer... Voilà, vous voyez qu'automatiquement, il va créer un calque, fond.png. Il va me générer du coup une séquence PNG pour toutes mes frames. Et je peux cliquer sur le temps là et écrire 3 secondes en brut pour être sûr que ce soit précis. Ensuite, j'appuie sur N pour réduire la zone de travail à l'endroit où est mon curseur bleu. Et là, vous voyez ici, là, sur cette barre là, je peux faire clic droit, N. Et là, sur la zone de travail ici, là, je fais clic droit, réduire composition à la zone de travail. Et comme ça, moi, ça va bien tout recrop, tout resize. Et là, maintenant, je peux venir relancer, générer calque de remplissage.
qui dit moins d'images. Normalement, vu qu'on a diminué moins 2, ça va prendre 2 fois moins de temps. Donc là, vous voyez que moi, il a fini. Il a rendu mes graviers. Et donc, vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai pas très bien fait mon expansion. On voit l'ombre des pieds. Donc, vous voyez là tout ce qui m'a généré. Si j'isole le fond, la séquence PNG, on a juste généré un PNG, du coup, qui remplit mon trou. Donc après, là, ce PNG-là, je vais venir le passer sous mon personnage et le réafficher. Et là, maintenant, j'ai bien mon perso et j'ai bien le fond. Donc, ce que je peux faire immédiatement, c'est peut-être faire une précomposition. Donc là, je peux prendre le back et le fond. Clic droit. Ouais, effectivement, quand vous créez votre séquence PNG, elle sera au premier plan. Du coup, passez-la sous le personnage. Donc là, assurez-vous en l'isolant que vous avez bien un petit rendu. Et donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner mon back et ma séquence PNG, clic droit, précomposition. Et ça, on va l'appeler back, hein, toujours. Et comme ça, maintenant, on a bien une précomposition pour le personnage et une précomposition pour le fond. Là, on va le faire après. Mais dans un premier temps, toi, si tu veux avoir cette logique, tu vois, vraiment d'un texte, tu vois, qui est posé comme des fois quand tu as des films, tu présentes un environnement, tu as le perso et en fond, du coup, tu as le texte incrusté derrière. Bah, ça va être cette logique, pardon. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent pour même quand on fait des effets spéciaux, de la rotoscopie, isoler un élément, etc. C'est des choses qui sont... Ouais. Ça, c'est ce qu'on va faire après pour le téléphone. Vu que mon téléphone lui met une lumière verte, du coup, on a tout un reflet vert. Et si on applique le color speed sur toute la vidéo, vu qu'il y a plein de plantes derrière, elle enlève tout le vert partout. Donc on va venir détourer la main pour uniquement enlever les reflets verts, etc. Ouais. Bah non, pas forcément parce qu'on a une séquence PNG qui vient tout cacher. Regarde, par exemple, quand je rentre ici, là, dans mon bac, le perfo, je peux l'enlever, il est plus nécessaire. Tu vois, parce que au-dessus, j'ai un calque qui est plus grand que lui qui vient le cacher. Donc une fois qu'elle est réalisée, à droite, vous avez la fenêtre de suivi, ou bien fenêtre suivi pour l'afficher. Et donc là, de base, elle est grisée parce que vous n'avez aucun calque sélectionné. Donc là, je sélectionne la précomposition. Et donc là, on a les différents modes de suivi. Donc l'approche caméra, on le verra cet après-midi, c'est le suivi 3D avec tous les petits points. Stabilisation de déformant, stabilisation de déformation et stabiliser le mouvement, c'est des outils de stabilisation. Et après, vous avez le suivi de mouvement qu'on va utiliser là. Donc pour le suivi de mouvement, vous avez le suivi 1 point et 4 points. Forcément, on va avoir uniquement sa position. Si on suit 2 points avec l'interpolation, on peut connaître la rotation. Donc imaginons par exemple que là juste je me déplace comme ça avec ma montre et que je veux traquer une boule sur ma montre. Donc effectivement, si je reste tout le temps à la même perspective et à la même distance que vous, un seul point suffira. Si par exemple après ma montre elle est comme ça et elle fait une rotation, vous voyez ce que je veux dire, donc elle change de perspective par exemple, là je vais passer à 2 points. Parce que si j'ai 2 points, il sait qu'un point tourne là, vous voyez il fait l'interpolation des 2 points. Alors si j'ai qu'un seul point, lui le point il suit juste un pixel en fait. Alors qu'avec 2 points il fait l'interpolation justement. Donc on a accès à la rotation et à l'échelle. Parce que si je me rapproche de vous qui êtes la caméra, c'est 2 points. Donc si je suis loin avec votre classe, si je me rapproche, ces 2 points, justement, ils vont s'écarter. Donc ça veut dire automatiquement, il sait que si ces 2 points s'écartent, ça veut dire qu'ils se rapprochent, donc grossissement sur l'échelle. Mais par exemple, si c'est en 20 points et que tu tournes et du coup le point disparaît, ça va faire disparaître. Exactement, ça va disparaître le point. Ouais, c'est parce que c'était plus pour faire ça. Donc là maintenant, nous, on va uniquement pour l'instant commencer avec un suivi de mouvement de 1 point. Donc là, vous cliquez sur suivi de mouvement. Automatiquement, comme pour la rotoscopie, vous voyez on est passé dans le calque master, donc un mode isolation. Et vous voyez qu'il m'a créé un point de suivi. Donc là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez que là, on a uniquement la position qui est cochée. Si par exemple, je viens cocher la rotation, vous voyez qu'il me crée un deuxième point. Donc nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, ça va être uniquement la position. Et ça l'a fait laguer. Super. Donc là, si ça a lagué pour vous aussi, ouvrez votre calque. Donc là, vous voyez dans la timeline, j'ai ouvert mon calque. J'ai une ligne suivi de cible. Je vais venir l'effacer. Donc le suivi 1, là, on l'efface. Et normalement, ça va disparaître. Ça, je peux recliquer sur mon calque. Suivi de mouvement. Et là, je retrouve un point. Donc, ce point-là,
c'est ce point-là qu'on va venir placer sur l'objet qu'on veut traquer. Donc pour le déplacer, cliquez bien dans le carré central. Donc là, vous voyez, il y a 2 carrés, le carré central. Et ce carré-là, je vais venir le placer donc là sur une zone de contraste. Donc en l'occurrence, je vais me servir du logo sur le sac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que After Effects, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cette zone-là, étudier tous les pixels justement et voir où est-ce qu'ils se déplacent. Donc là, vous avez la zone principale de tracking et autour, vous avez la bordure de sécurité. Et bien entendu, cette zone de tracking, vous pouvez l'agrandir. Et bien entendu, si vous l'agrandissez, ça veut dire plus de pixels à traquer, donc plus de temps. Donc voilà, c'est à vous de trouver le bon compromis entre taille, pixels, et également, mais surtout, plus vous aurez une zone de contraste qui sera visible et nette, plus le tracking va mieux fonctionner. Bah justement, on peut, donc moi j'allais les réduire un tout petit peu, peut-être comme cela. Mais l'idée, si tu mets que sur le blanc, bah forcément, lui ce qui va l'aider dans son tracking, ça va être également, tu vois, le bleu qu'il y a autour en fait. Et donc du coup, c'est le contraste des deux en fait. Ensuite, avant de lancer, moi ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Options. Et là, vous voyez que en bas, vous avez continuer le suivi, je crois, qui est coché de base. Non? De base, c'était adapter l'objet suivi. Adapter l'objet suivi, voilà. Bah, normalement, moi, ce que je mets, c'est arrêter le suivi. Parce que ça, justement, qu'on passe sur des trackings un peu plus complets, comme sur un visage, un nez, etc., il se peut que des fois, le tracking bug. Et plutôt que de se dire, bah, j'ai bugué, je m'arrête, on va dire, non, c'est bon, j'ai repéré un autre point, je devrais pareil, je vais le tracker, quoi. Et après, c'est à vous de devoir retrouver un timeline où est-ce qu'il a sauté pour relancer le tracking. Donc moi, généralement, ce que je mets, je vais arrêter le suivi. S'il n'est pas sûr à 80%, donc là, le chiffre de base, tu dis, non, tu t'arrêtes plutôt que de continuer à faire de la merde. Voilà, ça m'évite après de devoir recorriger, mais c'est après la même manip. Une fois que ça c'est fait, je peux cliquer sur OK. Et ensuite, maintenant, donc là, vous avez comment analyser. Donc là, vous pouvez analyser Play, ça va analyser toutes les images vers l'avant. Là, ça va animer image par image vers l'avant. Là, c'est pour animer, traquer toutes les images vers l'arrière. Là, c'est pour traquer image par image vers l'arrière. Donc, vu que mon curseur bleu est tout au début de ma vidéo, moi, je vais venir traquer vers l'avant. Donc, j'appuie sur Play. Et donc là, normalement, vous voyez que maintenant, quand je me déplace dans le temps, on voit bien que mon élément se déplace. Donc, pareil aussi, comme la rotoscopie, le tracking, c'est un corps de métier à part. Voilà. Donc, c'est pareil aussi sur la rotoscopie. Comme après, la rotoscopie va impacter tout le reste de votre animation, l'idée, c'est quand même d'être précis et de prendre le temps. Donc, de ne pas avoir peur de s'assurer, voilà, de venir zoomer un peu, de mettre play plusieurs fois, voir si le truc il glisse un peu, s'il y a un déplacement dans son chiffre, s'il y a un petit décalage et tout. Enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur. Et bien entendu, vous voyez qu'automatiquement, il vous a créé une image clé pour chacune de vos frames. Donc, si vous appuyez sur U, vous voyez justement les images clés qui ont été créées. Donc, qui vont être... Là, je vais agrandir un peu. Voilà. Et donc, dans l'idée, après, c'est que ces images clés-là, on va venir les appliquer à votre objet qu'on veut traquer à côté ou généralement à un objet nul. Donc, pour ça, avant de passer à la suite, je vais venir faire clic droit, nouveau, objet nul. Et du coup, cet objet nul-là va devenir l'objet nul qui va venir stocker toutes les propriétés de position et de tracking qu'on vient d'analyser à l'instant. Donc pour ça, là tel quel, on a juste créé un objet nul, il n'y a rien qui lui est attribué. Donc maintenant, pour venir appliquer ces paramètres de tracking de position à un objet nul, je vais cliquer sur définir la cible. Et là, je vais venir sélectionner mon objet nul. Donc définir la cible. Donc vous voyez automatiquement, il m'a sélectionné mon objet nul parce que j'ai que 2 calques. Et là, je valide. Et ensuite, après, je clique sur appliquer. Et donc là, il nous demande qu'est-ce qu'on veut appliquer comme dimension. Est-ce qu'on veut récupérer uniquement X ou uniquement Y? Nous, on veut récupérer les deux. Du coup, je valide. Vous voyez qu'automatiquement, maintenant, votre objet nul a récupéré des images clés de position et suit